Je suis au château de l'Ordre des Rosicruciens, je vais les rencontrer, je vais essayer de comprendre leurs secrets. C'est la première fois qu'ils ouvrent leurs portes à une caméra. Dans ce château, il y a la Grande Loge française de la Société secrète de la Rose-Croix. Il y a 2 règles dans l'ordre de la Rose-Croix. Comment on devient membre? Est-ce qu'ils ont une influence politique? Est-ce qu'il y a encore des rituels? Et surtout, pourquoi ils ont accepté que je vienne filmer? Si on avait fait une mise en scène, vous l'auriez vu. Ah bah c'est clair. Il y a quand même un élément traditionnel, c'est le secret des initiations. J'ai découvert que les Rosicruciens gardent secret leur apprentissage ancestral dont l'héritage date de l'Égypte antique. On a l'audace peut-être de penser qu'on est plutôt nous dans le vrai. C'est vrai que c'est audacieux. Parmi les grandes figures de la Rose-Croix, on compte Édith Piaf, Éric Satie, Descartes ou encore Yves Klein. Qu'est-ce que ces illustres personnages ont trouvé dans cette initiation? J'ai découvert alors que le grand principe de cette société secrète, c'est précisément le secret. Le dernier jour, j'ai essayé d'accéder à l'endroit où l'ordre se rassemble pour ses réunions, leur temple en plein cœur de Paris. La Grande Loge des Rosicruciens est dans un petit village de Normandie dans le château d'Aumonville. Oui, salut Coralie, je suis juste devant. Alors j'arrive. Ils ont organisé un déjeuner pour mon arrivée avec toutes les personnes que je vais pouvoir interviewer. Et si vous vous demandez s'il y aura cette musique d'enquête pendant tout le sujet, parce que ça parle de société secrète, non, on l'arrête maintenant. Aujourd'hui, je vais faire la visite de l'extérieur et demain, je découvrirai l'intérieur du château. C'est qui vos voisins ici? Nos voisins, c'est des agriculteurs principalement, là derrière par exemple. On a de bonnes relations avec le voisinage et on a la réputation d'être des gens conciliants et gentils, ce qui est déjà beaucoup par les temps qui courent. Jean-Guy, il est rosicrucien depuis 1997. Il est archiviste et il a une culture extraordinaire. Je me suis vite rendu compte que c'est quelqu'un de très sensible et d'un peu poète. Et là, il y a quelques roses alors. C'est des roses qui ont fleuri rien que pour toi et pour ceux qui te suivent dans tes vidéos, tu vois, parce qu'on est vraiment en fin de période. J'étais assez triste de voir l'humanité, je dirais, maltraiter la nature et puis prendre si peu soin de ses semblables. Et c'est vrai que j'avais développé un peu une espèce de misanthropie. C'est à travers la Rose-Croix, en fait, que j'ai vraiment trouvé ce sens de la philanthropie. C'est incroyable, c'est une belle promesse. Donc là, c'est l'orangerie. Alors donc, il y a la statue là, du chevalier Rose-Croix. C'est le symbole de la chevalerie morale et spirituelle. La table, elle est immense, c'est pas possible. Oui, c'est une grande table. Et donc après, on a ces colonnades, donc c'est une représentation du roi Salomon et de la reine de Saba. Et donc, c'est simplement la dimension pour nous symbolique qui s'exprime ici, c'est-à-dire déjà la mixité de l'ordre. Il n'y a pas de décision que vous prenez entre vous dans l'ordre qui ont des implications concrètes dans des décisions que ce soit politiques, même à une petite échelle. Hein. Ça, c'est les influences de d'autres organisations. Comme les fondations, c'est ça. Bon, mais on peut le dire. Voilà. Je pense qu'on peut le dire. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est similaire ou non? Pour être très clair, c'est pas similaire du tout. Ouais. Pour être très clair, en fait, effectivement, dans la franc-maçonnerie, il n'est pas rare que certaines lois passent d'abord, c'est notoire, passent d'abord par certaines loges maçonniques pour être ensuite présentées. Le problème de cela, c'est que ça peut toujours prêter le flanc à une orientation politique quelconque. Nous sommes apolitiques, nous y sommes très attachés. Je vais te proposer quelque chose, mais je vais te demander, si tu veux bien, de juste laisser la caméra en bas, parce que je vais te montrer le temple, là-haut de la Grande Loge. Ah, et je peux pas le filmer? Non, d'accord. Non, pas là. Ça, c'est la chose. Le temple est impressionnant, mais le plus grand, il se trouve en plein cœur de Paris, et en rentrant, je vais essayer de le filmer pour que vous aussi, vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Oui, c'est pas ouvert au public, du tout. Bonjour. Alors ici, on est dans la salle de ce qu'on appelle des microfilms. Tu vas voir, je te l'ouvre. Tous les membres ont un dossier. Pour assurer le suivi du dossier, on garde systématiquement une copie de tout ce qu'on reçoit et de tout ce qu'on envoie. On voit ces petits documents sur les jaquettes ici. Donc chaque document en fait représente un courrier. C'est pas vrai. C'est ça sinon l'outil pour lire les lettres qui sont sur les jaquettes. C'est ça. En fait, on l'allume. J'ai jamais vu ça. Donc là, en fait, on allume ici l'écran et puis on met la jaquette sous le lecteur qui est là. La jaquette s'affiche à l'écran ici en négatif. C'est pour éviter que ce soit sur Internet, ça? Alors, toutes les informations qui sont scannées ici sont stockées ici sur un réseau en intranet. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucune connexion avec l'extérieur. Aucune. On reste très très attentif justement à la sécurité, à faire en sorte que les données soient bien protégées. Pour nous, c'est sine qua non. C'est sine qua non.
Ici, il y a des symboles cachés partout sur les murs. Jean-Guy va m'en parler demain à la bibliothèque du château, mais avant, je vous explique comment est née la Rose-Croix. Un matin de 1623, les Parisiens se réveillent et voient 7 affiches placardées partout dans Paris. Ce sont les Rosicruciens qui annoncent leur arrivée dans un message codé. Est-ce que c'est un canular ou est-ce que les Rosicruciens étaient bien présents? Aujourd'hui encore, il y a débat. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire permet de faire connaître l'ordre de la Rose-Croix au grand public. À cette période, l'Europe est en plein bouleversement. Il y a de nombreuses guerres, une division forte entre les catholiques et les protestants, mais aussi de nombreuses découvertes scientifiques et philosophiques qui remettent en cause les croyances. C'est dans ce contexte que l'intérêt pour la Rose-Croix grandit, car leur ambition ressemble à une solution. Ils veulent dépasser tous les clivages en créant une spiritualité universelle. Mais selon eux, leur apprentissage serait bien plus ancien. Ils mélangent des enseignements occidentaux et orientaux philosophiques et spirituels en piochant aussi bien dans la tradition chrétienne, dans l'alchimie, que dans l'Égypte antique. Jusqu'en 1909, les enseignements rosicruciens étaient transmis de bouche à oreille dans des lieux tenus secrets. Aujourd'hui, il est contenu dans ce qui s'appelle des monographies que les membres reçoivent tous les mois et qui sont imprimées ici. Cet enseignement, c'est certainement le dernier vrai secret des Rosicruciens. Donc là, partent tous les documents qui sont expédiés, bien sûr, France, Belgique, Suisse, mais aussi le Québec, les pays Afrique francophone, Pays-Bas, Allemagne. Allemagne, USA. Voilà, donc ça c'est. Ah ouais, waouh. Ça c'est l'enveloppe qui va partir Ok. la prochaine fois. L'enseignement est divisé en 12 degrés. Il y a de la théorie et de la pratique. Par exemple, il peut y avoir un passage sur la vie de Moïse ou la notion de karma, et un autre avec des exercices pour apprendre la visualisation ou le magnétisme. Là, sur cette monographie que j'ai trouvée sur internet, c'est la section des Illuminati. Alors là, moi, c'est ça qui m'intrigue le plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui les rend si paisibles? Je vais essayer d'en savoir plus sur les secrets de cet apprentissage auprès du grand maître. Est-ce que chez les Rosicruciens, il y a des signes distinctifs, comme par exemple chez les francs-maçons, sur les poignées de main, etc. Alors, oui, pas beaucoup. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer. Le grand maître s'appelle Serge Toussaint. C'est un homme très énergique et lumineux, un peu à l'image de son bureau. Il faut que ce soit harmonieux, calme et ordonné. Le rôle d'un grand maître, c'est d'orchestrer les activités de l'ordre et d'animer les rencontres dans les loges avec les membres. C'est qui déjà? Bah, c'est le coyote. Et alors, en quoi il est Rosicrucien, le Il n'est pas rosicrucien, mais il m'a toujours beaucoup fait rire. Vous n'avez jamais vu le dessin animé? Comme j'évite de me prendre au sérieux, eh bien je le mets ici, et ça me plaît bien. Un fascicule, c'est ça. Par exemple, là, vous avez une monographie. Donc il y a une concordance d'un texte extrait des œuvres d'un penseur, d'un philosophe, etc. Et puis là, vous avez l'art mystique de la respiration, par exemple, avec des expériences. Okay. C'est la section des néophytes, mais vous voyez, là, on va dans des degrés, le 8e degré, là, on passe quelques années quand même. On va parler de l'âme humaine, mais d'une façon quand même assez approfondie. Les 12 degrés, ça prend combien de temps à peu près? Ça, c'est le sujet qui fâche. Parce qu'on vit une époque où tout le monde veut tout facilement et rapidement. La voie rosicrucienne, c'est-à-dire la quête de sens, ça ne peut pas être rapide, ça ne peut pas être facile. Alors, je ne vais pas tout dévoiler. Disons qu'il y a 12 degrés, et pour arriver au 12e degré, il faut environ 9 ans d'études. Vous voyez, ce que les hommes ont fait du temps, ça se retourne contre eux finalement. Tout le monde est énervé, tout le monde est stressé, tout le monde court, sans des fois savoir pourquoi ni où. Donc ça fait partie, vous voyez, de la sagesse, de se poser un petit peu. Comment vous définiriez la philosophie rosicrucienne? Les rosicruciens, les rosicruciennes ne sont pas des êtres parfaits, ne le prétendront jamais. Mais ce sont des amoureux de la sagesse et ils essaient de s'améliorer. C'est-à-dire de pratiquer dans l'ordre ce que l'on appelle entre autres l'alchimie mentale et spirituelle. C'est-à-dire transmuter nos défauts, on en a tous, en leurs qualités opposées, de manière à devenir quelqu'un de meilleur pour soi-même, mais également pour les autres. Et alors, vous, quels sont les plus grands défauts que vous avez réussi à transmuter pour vous? Ça, je ne vais pas en parler. C'est vrai? Non, c'est intime, c'est personnel. Et puis, est-ce que je les ai vraiment transmutés? Je ne suis pas sûr. Là, on est dans un château que la Rose-Croix a acheté en 69. Comme ça a l'air d'être luxueux. Qu'est-ce qui finance ce château? Alors, oui, il a été acheté en 1969. Je fais une petite pause ici avant que Serge ne réponde sur le financement. Pour financer ce reportage, c'est à nouveau Conto qui m'accompagne. Vous avez été super nombreux à l'utiliser la dernière fois, alors le revoilà, le code Charlotte50.
Faut que j'arrête de m'appeler OK Charlotte et que je me renomme Charlotte 50. Avec ce code, vous gagnez automatiquement 50 € quand vous vous inscrivez. Je suis contente de collaborer encore avec eux parce que Conto, c'est le compte pro le plus recommandé en France. En plus de ça, c'est une entreprise française agréée et le siège social est à Paris. Cocorico. Il y a un support client dispo 24 heures sur 24 et surtout depuis peu, votre compte peut être rémunéré jusqu'à 4% pour les nouveaux clients. Puis aussi, ils ont des super cartes. On va reprendre le reportage. Merci encore à Conto de m'aider sur ce sujet parce que franchement, c'est un sujet assez énigmatique. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour profiter de l'offre avec le code Charlotte50. Il y a la beauté, il y a l'harmonie, mais le luxe, non. Alors maintenant, pour ce qui est donc des cotisations, certainement que indirectement vous faites allusion à ça, le financement de la MORC, ce sont les cotisations que versent les membres. Et la cotisation, donc il n'y a rien à cacher, est de 300 € par an. Je vais faire la visite du château demain, donc vous pourrez juger par vous-même. Pour l'instant, Serge va me montrer un objet typiquement rosicrucien qui est utilisé dans les loges. Bonjour. Voilà, un tablier rosicrucien. Bon, c'est tout simple, hein, ça reprend la rose-croix, vous voyez. Être rosicrucien, c'est d'abord recevoir chez soi d'une manière confidentielle l'enseignement de l'ordre. Et ceux qui le veulent, il y en a environ 30%, vont dans des loges et puis donc mènent des travaux de nature plutôt spirituelle. Et quand ils sont en réunion, alors ils portent sur eux le tablier rosicrucien. Merci. Alors j'aime bien cette petite chapelle. Je n'ai pas l'esprit religieux, hein. Je fais une différence entre religiosité et spiritualité. Pour faire simple, pour moi, la religiosité que je respecte est fondée sur la croyance. Un ordre comme l'ordre de la Rose-Croix est un ordre spirituel et la spiritualité est fondée plutôt sur la connaissance. Donc bien que j'accorde plus d'importance à la spiritualité qu'à la religiosité, je respecte au plus haut point les édifices religieux. Je vous rappelle que la devise de l'ordre de la Rose-Croix, c'est la plus large tolérance, mais dans la plus stricte indépendance. Donc j'aime bien ce lieu. C'est vrai qu'il y a cette chapelle, elle a un truc, ouais. Ah oui, quand on reste là 2-3 minutes dans le silence, c'est vrai qu'on sent quelque chose d'inspirant, je dirais, de reposant, d'apaisant. Ouais. Vous avez 70 ans, c'est ça que vous disiez ? 69, j'aurai 70 ans l'année prochaine. Ok. Mais dans ma tête, je ne sais pas combien j'en ai, allez, 20, 25, 30, je sais pas. Moi je trouve que rien ne vaut que de laisser faire la nature, de vieillir tranquillement, et puis bon oui, à 70 ans on n'est pas comme à 50 ans, qu'on soit homme ou femme, et alors, où est le problème ? Je trouve que l'âge, il se voit dans les yeux. Ouais. Et je trouve que vous êtes très jeune alors. Bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Je prends ça comme un compliment, hein. Oui. C'est gentil. Donc là, on est dans le château. Oui, on est dans le château. Donc là, on est dans la cuisine du château. Et ce bleu-là, cette espèce de bleu lavandin, c'est ce qu'on appelle le bleu de Delft. Et on le mettait particulièrement dans les cuisines et les garde-manger. Pourquoi ? Parce que la longueur d'onde de cette couleur a la particularité de chasser les mouches. Bah alors là, Ouais. la longueur d'onde de cette couleur ? Oui, j'aime la vision des mouches. Voilà, donc ici on est dans la salle à manger de la grande loge du château. Donc cette salle à manger, elle sert de salle de réunion, notamment pour le conseil d'administration. Voilà, donc là on arrive dans l'ancien salon de musique du château. On retrouve la déesse égyptienne. Exactement. Donc ça c'est un symbole vraiment particulier qu'on appelle la sub-rosa. C'est un symbole qu'on connaît depuis l'Antiquité, que par exemple les Romains connaissaient déjà. Quand on voulait discuter de quelque chose de secret dans une salle, eh bien on pendait comme ça des roses la tête à l'envers, ce qui signifiait tacitement aux convives que tout ce qui allait être discuté dans la salle ne devait pas sortir de la salle. Voilà, ici on va passer dans le secrétariat. Merci. Bonjour. Donc ici, on arrive dans le bureau du webmaster, avec un autre bureau qui est contigu ici. Bonjour. Voilà. Bonjour les gars. Donc ici, c'est le secrétariat du service juridique. Oui. C'est du Oui. live, là. Je te rappelle. Hein, oui. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent pour la Rose-Croix.
C'est vraiment une petite société autonome. En plus d'avoir leur propre imprimerie, ils fabriquent de l'encens à la rose basé sur une formule alchimique ancestrale et ils ont aussi un studio de tournage pour leur émission qu'ils publient sur internet. Je vais poser des questions aux employés et le premier que je rencontre, c'est Philippe. Oui. Allô? Puis qu'on vous fasse un courrier d'accord pour qu'ils reçoivent l'initiation de réinitier. Dans le monde, il y a environ 250 000 rosicruciens, dont 22 000 francophones. Est-ce qu'on sait à peu près à quel endroit il y en a le plus ? Alors, les pays de la juridiction francophone où il y a le plus de membres. France, Bénin, Côte d'Ivoire. C'est les 3 pays où il y en a le plus. Ah oui, ok. Voilà. Avant de travailler à temps plein pour la Rose-Croix, il a été instituteur en école primaire pendant des années. Il est devenu rosicrucien à l'âge de 15 ans. Est-ce que toi, il y a des exercices que tu fais au quotidien ? Oui, je pratique beaucoup la visualisation. Beaucoup. D'accord. C'est-à-dire la création d'images mentales. Quand tu utilises la visualisation, il faut toujours se focaliser sur le but que l'on souhaite atteindre. Par exemple, hier soir, qu'est-ce que tu as visualisé ? Alors, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille actuellement qui est malade, qui a un problème de santé sérieux. Donc, tous les soirs, je fais un exercice de visualisation pour la visualiser guérie. Dans tout ce que tu me dis là, Philippe, je me dis, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on est très loin, nous, dans notre culture, de tout ça. Comment t'expliques ça et est-ce que tu as l'impression d'être en décalage total avec le monde dans lequel tu vis par rapport à ça ? Alors je vais te dire, je me sens absolument pas du tout en décalage avec le monde dans lequel je vis. Quand je te parle d'harmonisation spirituelle, quand je te parle d'utilisation de sons vocaux, quand je te parle par exemple, si je te parle de karma, de réincarnation, etc., il y a des milliers de gens actuellement, en Occident, des jeunes en particulier, qui connaissent, qui s'intéressent à ces domaines. Et si tu veux, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le sens du sacré qui a été un peu perdu, donc les gens ont besoin de ça. Ça fait partie de l'être humain. Tu ne peux pas l'enlever, ça, quelle que soit la culture. J'ai déjeuné avec Serge, Coralie et Jean-Guy. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas forcément me montrer les exercices pratiques qu'ils apprennent en tant que rosicruciens, parce qu'ils ne veulent pas forcément que les membres de l'ordre se sentent trahis. Je vais quand même essayer d'avoir quelques infos. Je vais rencontrer un rosicrucien qui va me parler un peu plus de ces fameux exercices secrets. Il s'appelle Philippe. Avant de travailler pour la Rose-Croix, il était dans le commerce, mais il ne supportait plus ce milieu. Je voulais quelque chose de plus humain, plus humaniste, qui serve vraiment, qui aide les gens. Lui, il s'occupe de l'université Rose-Croix qui donne des conférences partout dans le monde. Voilà, agenda. Donc là, on a tous les événements. Par exemple, donc la mort, un passage vers l'ailleurs, découvrir le soi, une alchimie spirituelle. Nous, on s'occupe de la partie pays francophone, mais il y a l'université Rose-Croix pour les juridictions américaines, japonaises, etc. Donc c'est vraiment présent sur tous les continents. Toi, Philippe, comment t'es devenu rosicrucien ? Vaste question. Alors, je suis devenu rosicrucien il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. En fait, j'ai la chance d'avoir un frère jumeau. Progressivement, un jour, je me suis questionné sur la nature des jumeaux, sur le plan animique. En fait, est-ce que des jumeaux ont une seule âme divisée en deux, ou est-ce que c'est deux âmes différentes ? Enfin, ce genre de choses. J'ai tapé sur Internet ma question et je suis tombé sur un article de l'Ordre de la Rose-Croix qui traitait un petit peu de ce sujet-là. Toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais comme exercice mystique, par exemple ? Déjà, on fait tout ce qui est méditation quotidienne, et puis dans le cadre de nos études, on peut apprendre ce qu'on appelle la vibroturgie, donc c'est s'harmoniser avec la mémoire d'un objet ou d'un lieu. La possibilité, par exemple, d'apprendre des techniques comme se projeter en dehors de son corps physique. Toi, tu l'as déjà fait, ça ? Ça, je garde pour moi, je garde pour moi. C'est simplement des moyens qu'on nous donne pour élargir notre champ de conscience. Eh ben, vous êtes mystiques, les Philippe. Bon, parfois je comprends pas tout ce qu'ils racontent, j'avoue.
mais j'imagine que c'est normal. Bon, je vais aller demander plus d'infos à Jean-Guy. Lui, il me semble qu'il maîtrise très bien le magnétisme. Parmi tous les enseignements, il y a l'enseignement du magnétisme dans l'enseignement rosicrucien. Est-ce que tu peux m'en parler et concrètement, qu'est-ce que tu apprends en fait ? Si tu veux que je t'en parle, il va falloir que tu deviennes membre. Non, je rigole. Alors, dis-moi ce que tu peux me dire. Parmi tout ce qu'on apprend, il y a par exemple la visualisation créatrice, il y a la méditation, il y a l'intuition, etc. Et puis il y a aussi effectivement le magnétisme. Donc ce magnétisme-là, il va servir par exemple à magnétiser de l'eau, par exemple, pour se sentir mieux. Non, parce que c'est vrai qu'on trouve tout un tas de choses comme ça sur Internet ou dans des livres de développement personnel ou dans des livres parfois un peu douteux. Hein. Donc là, c'est pas la même chose, quoi. L'enseignement rosicrucien, c'est un enseignement qui est traditionnellement millénaire, et donc ce sont des connaissances qu'on hérite du passé et qu'on continue d'appliquer aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, ce sont des connaissances qui ont été déjà éprouvées. C'est quoi la première chose qui t'a le plus touché et qui t'a peut-être redonné espoir, comme tu disais qu'à un moment t'avais plus d'espoir du tout dans la Rose-Croix, c'est quoi la première chose où tu t'es dit bon, tout n'est pas foutu? Ce qui m'a touché véritablement, c'est quand à travers l'enseignement j'ai compris qu'on était tous différents, mais qu'on avait tous la possibilité de s'améliorer et qu'on avait tous la possibilité de se ressaisir quand on faisait des erreurs et de faire en sorte justement d'évoluer sur le plan intérieur. Tout le monde n'a pas cette sensibilité que tu décris, justement d'être sensible à l'injustice. Toi, comment tu t'expliquerais que tu l'aies eu très tôt ? Moi, je pense que c'est un parcours de vie, ça, après. Par exemple, j'ai toujours été très sensible aux animaux. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et la cruauté dont on fait preuve à leur égard, depuis mon plus jeune âge, m'a toujours posé un problème. Il n'y a pas quelque chose aussi dans ton enfance qui aurait pu provoquer ça ? Si, certainement, mais bon, après, il y a des événements qui font qu'on remet en question des fois la confiance qu'on peut accorder donc à certains adultes, etc. Mais des fois, on peut douter des autres, douter de soi. Voilà, donc ça, c'est... Okay. Après avoir passé du temps avec les Rosicruciens, je comprends pas tout, mais je suis sûre d'une chose, assez rare aujourd'hui, ils ont trouvé une forme de paix. Est-ce que le secret du bonheur se trouve dans leur pratique ancestrale, dans le fait d'appartenir à un groupe, ou simplement dans le fait de prendre le temps de chercher un sens à sa vie ? Je sais pas, mais je me dis qu'avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, continuer à ce point de croire en la nature humaine, ça peut paraître utopiste, décalé, même un peu naïf, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire. Dans le cas d'Anne-Marie, en tout cas, cette quête lui a ouvert quelque chose de précieux, une vie intérieure extraordinairement riche. J'ai eu un métier très simple, d'enseignante. Je suis une personne ordinaire qui vit une vie extraordinaire. Alors pourquoi elle vit une vie extraordinaire, cette personne ordinaire ? Parce qu'en fait, elle a réalisé ses rêves. Alors ces rêves, ils étaient des rêves de personnes ordinaires, c'est-à-dire avoir une famille, la conserver depuis 35 ans, avoir un métier qui plaît, et puis avoir une source de culture intérieure, une source d'enseignement qui m'a comblée aussi. Donc j'avais les trois, j'étais comblée sur tous les plans. Alors, ça m'a aidée, si vous voulez, à accueillir les événements de vie que sont les décès. Parce qu'on a une dimension toujours optimiste de la vie. Voilà. Et puis à essayer de toujours poursuivre cette quête, cette unique quête qui est la quête du bonheur. Et le fil conducteur de tout ça, c'est quand même l'amour. Eh bah, voir une bulle de gens aussi positifs et sensibles, c'est quand même pas commun. Quant à vous qui êtes en train de regarder, bravo, vous faites partie des rares personnes qui réussissent à suivre des vidéos de plus de 3 minutes, et j'ai besoin de vous pour continuer à faire des sujets longs, donc abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. En attendant, il me reste une pièce super importante à visiter dans le château. Bienvenue à la bibliothèque. Ah, super. C'est un des endroits qui m'a le plus intrigué. D'accord. Parce qu'apparemment, il y a des ouvrages très très anciens. On a des ouvrages anciens, oui, que j'aurai l'occasion de te présenter, dont des pièces qu'on n'a jamais sorties encore, qui ont été sorties que pour toi. Donc, non. Alors là... C'est drôle comme à chaque fois dans des organisations, que ce soit religieuses, qu'importe, on retrouve souvent les mêmes signes.
du triangle, de la croix, il y a souvent les mêmes signes qui reviennent. Selon l'orientation du triangle, par exemple pour les Rosicruciens, le triangle pointe en haut qu'on a l'habitude de voir symbolise une manifestation terrestre parfaite, mais par contre à l'inverse, le triangle pointe en bas symbolise une manifestation spirituelle parfaite. Voilà. Donc rien que le sens du triangle, par exemple, change ce qu'il veut dire. Donc en l'occurrence, les francs-maçons, c'est plutôt le triangle la pointe en haut et les Rosicruciens, le triangle la pointe en bas. Oui, c'est ça. Ça, je pense que ça va te plaire. Et c'est la première fois qu'on le sort. Oh, merci. Voilà. Et c'est un ouvrage qui traite de cryptographie, la possibilité, en fait, de cacher des messages à l'intérieur des écrits et qui ne puissent être discernables ou qui ne puissent être lisibles que par des personnes qui connaissent la clé pour les déchiffrer. Que vous utilisiez à l'époque. Alors, qui était utilisé à l'époque par tous ceux qui voulaient faire véhiculer des messages à travers certaines publications sans être inquiétés par l'Inquisition, parfois par la politique. On sait par exemple que Henri IV avait recours à ce genre de choses, mais il n'y avait pas que Henri IV, il y avait beaucoup de rois et de nobles, et puis il y avait aussi évidemment tous les mystiques. En fonction du symbole que l'on a là, du motif qui était donc en bas de l'ouvrage, eh bien on faisait tourner le cercle pour trouver le correspondant et on avait accès ici à la transposition des lettres. Donc ça donnait la clé de l'alphabet en question. Incroyable, voilà. Oui, d'accord. Les Rosicruciens l'utilisaient pour quel genre de mission, par exemple ? Quand ils avaient besoin de communiquer entre eux. Alors il faut rappeler que l'Europe, à cette époque-là, était en pleine crise de conscience, qu'on était en pleine guerre de religion, qu'on connaissait une crise morale aussi importante de par, malheureusement, les abus des différents gouvernements. Tout ce que tu es en train de dire, Jean-Guy, là, ça me fait penser un petit peu à l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on connaît à l'échelle mondiale la même crise de conscience que l'Europe a connue au XVIIe siècle. C'est exactement les mêmes. Bon, je rentre à Paris, je suis un peu perplexe à la fois. Je trouve que tous étaient particulièrement gentils. Tous sont comme très utopistes en fait, presque en dehors du temps. J'ai hâte de voir ce qui se passe à Paris et j'ai hâte d'essayer de voir le temple en vrai. Bon, on se retrouve à Paris. Le grand maître Serge Toussaint m'a proposé de venir assister à une conférence rosicrucienne et il m'a dit que peut-être ils allaient me laisser rentrer dans le temple. Je rejoins Evelyne qui va me présenter Cyril qui tient la librairie rosicrucienne. T'as fait des études en rapport ou t'as directement commencé à travailler un peu avec eux ? Pas du tout. Je suis monté à Paris initialement pour être artiste magicien. Cette fois, on est à Paris, peut-être que les règles sont pas les mêmes. Alors je demande s'il y a de l'affairisme, c'est-à-dire des liens avec le pouvoir. À Paris, nous avons 2 loges, d'environ 60 membres actifs dans chaque loge, qui appartiennent tous à la classe moyenne à peu près, il y a un peu de tout. Donc, en termes d'affairisme, je vais vous dire une chose, même si on le voulait, on ne le va et on ne le veut pas, on ne pourrait pas de toute façon. Oui, je ne pense pas qu'il y ait un vrai secret. Par contre, il y a quand même un élément traditionnel, c'est le secret des initiations. Dans cet ordre, il y a 12 degrés. Chaque degré est consacré à des thèmes ésotériques ou spirituels. Et quand on franchit un degré, on est en droit, si on le souhaite, de passer une initiation, un très beau rituel correspondant au degré dans lequel on entre. Toi, Cyril, par exemple, est-ce que tes amis autour de toi sont aussi rosicruciens ou pas du tout ? Alors ça, c'est une question amusante parce que pas du tout. Et d'ailleurs, parfois, pour être tout à fait franc, je fais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas paraître, vous voyez, farfelu ou, entre guillemets, allumé. Est-ce que tu penses que le fait d'être dans cette bulle, justement, de réflexion, d'apaisement, etc., à travers la Rose-Croix, est-ce que c'est plutôt se fermer du monde extérieur ou bien, au contraire, essayer de se connecter au monde extérieur ? Alors, je pense qu'en réalité, ça dépend du caractère de chaque membre, peut-être de l'âge des membres aussi, de leur courant d'opinion, disons, mais être rosicrucien, je ne pense pas que ce soit se fermer du monde. Justement, chez les rosicruciens, on considère que la sagesse, étant universelle, elle n'appartient à aucun culte, aucune tradition, aucune religion en particulier, mais que peut-être on peut en trouver des morceaux, des parcelles, sous différentes formes, dans différentes traditions, selon les cultures et les époques. Et à partir du moment où on a cette ouverture d'esprit sur ces autres traditions, évidemment, il y a une tolérance
de plus en plus grande, je pense, qui s'installe. Un amour de l'autre, de l'étranger, de celui qui n'a pas forcément la même religion, les mêmes croyances, mais qui, sur le fond, va avoir quand même des points communs très très importants. Le jour où on commence à découvrir tout cet univers, je crois vraiment que notre regard sur le monde change. Connais-toi toi-même. Aujourd'hui, c'est Philippe qui donne la conférence. Oui, un autre Philippe. La conférence que vous allez faire, c'est sur quel sujet? Les Templiers. Allez, go! C'est parti! Nombre de chevaliers avaient acquis beaucoup de savoir en Orient durant les croisades. Généralement, les historiens reconnaissent que la civilisation aurait eu plusieurs siècles d'avance si la sagesse que possédaient alors les musulmans avait été admise en Europe. Bonne nouvelle, je vais enfin pouvoir voir le temple. Et plongé dans le décor égyptien dès le départ. On ne va pas dire que c'est une filiation historique, hein. Il n'y a pas de preuve absolue de la filiation des Rose-Croix modernes à l'ancienne Égypte. Mais le fait de penser librement en dehors de tout courant, ça remonte à des milliers d'années. Et les premiers penseurs libres, on peut penser qu'ils se réunissaient en ancienne Égypte. Et c'est plutôt cette démarche-là que l'on doit mettre en valeur pour expliquer la filiation de leur nom. C'est un lieu qui reste quand même très sacré et fermé habituellement, quoi. Oui, c'est pas ouvert au public du tout. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'antichambre. Et puis ici, ensuite, on pénètre avec beaucoup de respect. Parce que c'est important. Je vous invite à rentrer ici. Voilà, mais pas plus. Allez-y, je vous en prie. Vas-y. Et voilà, vous êtes au sein d'un temple rosicrucien. Ok. Et ça peut accueillir combien de personnes? 400. On est où? Je vais vous poser une question, Serge. Ne pensez pas qu'elle est déplacée, c'est vraiment faut la prendre comme elle est. À quoi ça sert? À quoi ça sert quoi? Tout ça. Tout ça, Cet enseignement, cet ordre. Je pense que ça sert à donner un sens à notre vie. Je pense, vous voyez, que l'enseignement rosicrucien, d'une manière générale, permet sincèrement de mieux se connaître soi-même, de mieux comprendre le sens profond de l'existence et de mieux maîtriser notre vie, c'est-à-dire de l'orienter d'une façon si positive que possible pour nous et pour nos proches. Quand on y arrive, quand même, on est plus heureux. L'humanité me donne l'impression d'être dans son adolescence. Un adolescent, vous savez bien, il va prendre tous les risques, il va faire n'importe quoi, il va se mettre en danger, il va tester, y compris des choses qui peuvent lui faire du mal. C'est comme ça. Les êtres humains, d'une manière générale, sont devenus beaucoup trop individualistes et beaucoup trop matérialistes. Et donc la solution, c'est de renouer avec l'humanisme et la spiritualité. Et je pense que tout ce qu'on vit actuellement devrait nous mener à ça. Donc je reste confiant. Et donc, logiquement, on est censé devenir adulte. Oui, mais un bon adulte. Oui, je l'espère. Un adulte qui n'a pas perdu son âme d'enfant. Surtout pas.